presents Club Poker Radio. Une émission tout public, même pour les noobs, les nits et les sharks. Winamax présente Club Poker Radio. Club Poker Radio, la radio du poker, avec Comanche et Chichi. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Comanche sur Club Poker Radio. Nous sommes à Marrakech pour le Sismix 2025 et je suis bien évidemment en compagnie de mon Chichi. Coucou Chichi, comment ça va? Comanche, écoute, est-ce que ça peut aller mieux qu'ici à Marrakech avec 30 degrés? C'est vrai qu'on est vraiment pas mal dans ce petit Xar qu'on a retrouvé, le même que l'année dernière. Au bord de la piscine du Palace pour ceux qui connaissent. C'est ça, en mode plateau télé. Et pour cette ouverture du Sismix, on est, alors pas le patron des lieux parce que sinon je vais me faire engueuler par Jean-Alexandre. Le deuxième, actuellement. Mais le patron du Sismix, le locataire, celui qui a ramené toutes ses valoches. Et je peux vous dire qu'il y en a pas mal. C'est Mathieu Durand qui est avec nous. Salut Mathieu. Salut à tous. Merci d'être avec nous parce qu'on sait que ton temps est précieux pendant le Sismix. Même si, est-ce que c'est pas plus le rush une semaine avant que... Bien sûr. Ouais. Oui. Pendant, j'ai envie de dire, on est suffisamment staffé pour, je vais pas dire que je sois tranquille, mais on va pas aller jusqu'à ce mot-là. Mais oui, le rush, c'est vraiment avant, c'est toute la préparation, c'est tout ce qui est en amont. Alors justement, on va parler de cette préparation parce que les choses ont changé. Hein. Comme de toute façon, tous les ans, c'est bien. C'est qu'on te reçoit et il y a des nouveautés. Donc tu vois, on n'est pas obligé de redire la même chose parce que là, notre SAD, il y a des endroits où même, j'en ai parlé avec Jean-Alexandre hier, il me dit, je sais pas où je suis. Tu vois, là, quand je marche et tout, je sais pas si je suis sur la fontaine et tout. Donc en termes de logistique, déjà ça commence quand dans la temporalité? Vous arrivez quand à Marrakech? La réflexion, elle commence pendant. En fait, pendant l'édition dernière, on a tous constaté, on s'est fait déborder. Hein. L'énorme cagoule. Il n'y a pas de secret, on s'est fait déborder, le dispositif n'était pas à niveau. Et déjà, pendant l'édition dernière, on cherchait les solutions, comment on pourrait faire, comment on pourrait imaginer, etc. C'est dans l'été dernier que les équipes du Saadi, Marcel en particulier, a travaillé sur les solutions de chapiteaux, avec Pascal Rollin, sur les solutions de caisse, le fait de déplacer tout ça. On a dû valider ça en novembre, définitivement, cette implantation. Et puis après, le premier montage des chapiteaux, je crois qu'il a démarré le 8 mai. Ah oui, donc ça fait longtemps là que les équipes sont sur le pied de... Ouais, ça fait longtemps parce qu'en fait, il faut aussi imaginer les accès, c'est-à-dire qu'il faut commencer par monter la bulle piscine parce que le camion, la grue passe plus après, tu vois, ça se monte en reculant jusqu'au portail du fond du Saadi pour que les véhicules puissent ressortir. Et puis il y avait d'autres événements sur le resort, en particulier l'ouverture de la superbe galerie d'art de Madame Boulal au premier étage du Palace. Au premier étage, et que j'ai pu visiter hier avec Jean-Alexandre. C'est magnifique. Un endroit méconnu du grand public, mais un accès libre. Enfin, un accès libre, il y a quand même un garde à l'entrée. Oui. Voilà, mais juste petite parenthèse, on peut aller là-bas visiter. Même il y a un guide, il y a une médiatrice qui est là pour visiter. Et on n'est pas au courant forcément que c'est une véritable galerie d'art, un petit musée au cœur du Palace et Saadi avec des œuvres vraiment super intéressantes sur l'art moderne marocain. C'est vraiment super. C'est super. Et il y avait la galerie d'art permanente dans au-dessus du lobby là, qui a été étendue. Je crois que Madame Boulal a dû sortir de sa collection privée un certain nombre d'œuvres et les exposer. Jean-Alexandre a dû dire, c'est plusieurs années de travail avec des scénographes pour faire ça, et ça a vraiment la qualité d'un musée d'art moderne. C'est incroyable. À un moment, tu tournes la tête et tu vois des galeries, tu as l'impression vraiment d'être dans un musée, tu oublies que tu es au Palace. Donc, et l'inauguration était ce week-end, donc il y avait beaucoup de festivités qui se méritent d'ailleurs pour lancer ce nouveau espace. Donc il fallait qu'on anticipe un certain nombre de choses pour arrêter de faire du bruit jeudi, vendredi, samedi, pour pouvoir redémarrer dimanche soir la deuxième phase de construction et d'aménagement. Voilà, donc nous on est arrivé jeudi soir, le gros œuvre on va dire était déjà monté, et puis ça s'est fini comme ça sur la durée du week-end. Alors tu les as prévenus que là par contre ce week-end-là il y allait avoir un peu plus de bruit et un peu plus de fêtes. Oui, mais ils sont au courant, t'inquiète. En plus là, je crois que la plupart des gens sont venus pour l'art et pour la visite. Complètement. La galerie ne désemplit pas. Là ça se bouscule au portillon pour vraiment aller visiter les œuvres d'art. Juste, vous arrivez avec pour la logistique en termes de chiffres, c'est combien de containers? Là, il y a deux semis. Deux semi-remorques seulement. Deux semi-remorques qui viennent par bateau? Oui, complètement. Ils descendent jusqu'à Algeciras, je crois. Ils traversent Algeciras-Tanger. C'est dédouané à Tanger, ça arrive ici.
Et c'est seulement de semi-remorques de chez nous, qui arrivent de chez Winamax, parce qu'on a 120 tables qui sont entreposées à l'année ici au Saadi. Donc si on devait les amener, on arrive à 4 semi-remorques maintenant quand on fait ça. Plus après tout le matériel des prestataires. Je ne sais pas combien de camions il peut y avoir pour monter la structure de tentes, les structures de tentes qu'il y a. Là, c'est du local. Et ça prend en compte le stream aussi, ça prend en compte le stream, c'est un peu pareil. Les Wonder Stream qui a changé de nom. Bendo, c'est le Bendo, les équipes de Bendo, voilà. C'est un peu en local. Ils ont aussi, un deal avec le Saadi. Ils ont co-investi. Je ne connais pas les détails du deal, mais sur du matériel qui a été dédouané une bonne fois pour toutes, importé définitivement et qui reste à demeure au Saadi. Donc on mixe les éléments de Bendo et nos éléments à nous pour le stream, plus le décor, on le fait localement ici. Est-ce que c'était par rapport à justement ce qui s'est passé l'année dernière, le fait que c'était blindé de partout, est-ce qu'il y a eu des discussions aussi entre les SAD? Est-ce qu'il y avait une possibilité peut-être de changer de lieu? Est-ce que c'était acté que vous vouliez rester ici absolument? Ce resort est absolument splendide en temps normal. Et j'ai envie de dire, le Sismix, il a été créé en fonction de ce que proposait le Saadi. Il y avait une réflexion en amont, je crois que je vous l'ai déjà expliqué, de copier-coller les piliers de succès de Las Vegas, l'hôtellerie, le gambling et la fête, tout ça réuni dans une unité de lieu, de temps et d'action. Et c'est ce qu'on fait. Le resort SAD, quand on rajoute l'épicurien, le théâtro, la possibilité de privatiser intégralement une piscine pour la transformer en fiesta géante pendant 6 jours, l'hôtellerie de luxe. Enfin, il y a vraiment tout ici pour faire le concept à 100%. Donc la volonté, elle est réellement de continuer à développer ici, mais avec toujours cette crainte et cette problématique. Quand est-ce que ça déborde, quoi? Et est-ce qu'on est capable, tant le Saadi que le Casino de Marrakech que nous-mêmes, d'offrir la vraie expérience aux clients? Quand on se fait déborder, que le dispositif est sous-estimé comme l'an dernier, je ne vais pas dire qu'elle a été mauvaise l'expérience client, mais il y a quand même une part de déception pour ceux qui ont venu vraiment faire fiesta poker, qui vont pas forcément jouer les gros tournois, qui ont envie de jouer des petits sides, faire la fête, sortir, visiter, etc. Et qui se sont emplafonnés sur ces caisses qui étaient saturées, sur ces tournois qui étaient capés. Et la vraie volonté, la première réflexion, c'est pas est-ce qu'on se casse, c'est comment est-ce qu'on est capable vraiment de remettre en place un dispositif qui puisse permettre d'accueillir 3000, 3500 personnes. Donc voilà, c'est le truc de bourrin qu'on a fait. On est passé de 130 à 185 tables, de 4 caisses à 10 caisses, de 11 caissiers disponibles à 26. Oui, parce que voilà, on est allé à fond, quoi. Finalement, même si tu changeais de lieu, ta problématique de te faire démonter, elle peut être partout la même. Donc en fait, ce que tu crées ici, c'est tu trouves des solutions que tu pourras peut-être potentiellement mettre ailleurs. Donc les caisses ont été délocalisées, elles sont devant, pour ceux qui connaissent, vers la fontaine, quoi. En gros, il y a les 10 petits cabanons c'est là où il y avait les voitures garées, les navettes exactement pour les clients de l'hôtel. Donc là, avec je pense que la problématique des queues, on va voir aujourd'hui, parce qu'il y a quand même une affluence qui... Voilà. Mais, en fait, pour moi, le problème est, je ne vais pas dire réglé, mais on a vu l'ouverture des caisses mardi matin, parce que mardi, il y avait déjà énormément de monde. Dès mardi. Vous avez déjà battu les records dès le premier jour sur les tournois. Alors, c'est l'éternel recommencement. On n'a pas fait, même nos preuves hautes ne sont pas assez hautes, si tu veux. Ouais, d'après ce que j'ai entendu, vous faites, en gros, c'est la prévision optimiste, vous faites 20% de plus. Non, on fait sur le main, c'était sur le main. Sur le main, voilà, c'est ça. Non, sur le main, on est en ligne. On est en ligne avec, on avait la preuve haute à 660 joueurs, on a fait 677, c'est que dalle. Ok. 17, donc t'es dans la Par contre, le side de l'après-midi qui fait ses 620 joueurs. Là, on ne l'attendait pas. Les 620 joueurs un mercredi après-midi sur un site de 16h, non, on tablait sur 450. Quoi. Bon, on s'en sort, on commence un peu à tirer sur la corde, on commence un peu à tirer sur les journées des croupiers. J'espère que ça va durer. On a des moyens, on a repris des chambres d'hôtel, il y a des croupiers qui arrivent en urgence. Ah ouais. Je ne sais pas comment Pascal s'est t'appelles SOS Croupier. SOS Croupier, voilà. J'ai besoin de 20 croupiers. Je vous envoie ça tout de suite au Maroc. Si ça existait, ce serait formidable. Voilà, là, c'est le carnet d'adresses qui joue, c'est l'opportunité de dernière minute, etc. Parce que on est encore au-dessus. Les tournois de ces 2 premiers jours, on est jeudi matin, on fait entre 25% et 55% de plus de joueurs que l'an passé. Ah ouais, quand même. Ce qui est
franchement, 25, on pouvait s'attendre, 55, 50, non, je suis désolé, one again. Ouais. Mais là, on n'était pas prêt à ce dimensionnement-là. Donc, mais voilà, on va réagir et ça va bien se passer. Après, le gros changement par rapport à l'année dernière et ceux qui sont venus, c'est le changement de cette fameuse. Alors, on peut plus dire vraiment une bulle maintenant, c'est un chapiteau. C'est un barnum. C'est vraiment, il est énorme. Et aussi, parce que moi j'avais joué dans l'ancienne, en termes de confort, climatisation, pour le coup, ça n'a rien à voir. Évidemment. Il y a plus d'espace, c'est beaucoup plus haut de plafond, c'est beaucoup plus agréable. On dirait, c'est vraiment une étendue de la salle de tournoi. C'est une extension, en fait, quoi. C'est complètement. C'est-à-dire qu'au-delà de la capacité, on a aussi fait attention au confort joueur. Ces bulles, ça a été la première solution qui a été proposée. Et c'est vrai que la place est ronde, la place de la Fontaine, elle est ronde. Donc la bulle, voilà, c'était une idée qui venait. 35 tables de plus, c'est passé en 2023, c'est passé crème. Je veux dire, c'était très fluide dans le truc. On l'a copié-collé en 2024. C'est là où on a pris cet afflux de 45% de joueurs qu'on n'attendait pas. Et effectivement, c'est le dispositif, il est autant en volume qu'en qualité, en confort de jeu et en expérience. Voilà, Winamax fait des events live pour faire des putains de souvenirs à tous ses joueurs. En gros, pour faire simple, la ligne marketing, voilà, on veut que l'expérience soit la plus dingue possible, la plus folle, la plus confortable, la plus sympathique, la plus fun. Et il y en a un qui gagne un trophée à la fin. Ouais, puis il faut. En fait, c'est ça. Il faut être. Tu vas la plupart du temps, tu vas perdre. Il faut que tu repartes avec le sourire, même tu te sois amusé, même en perdant. C'est ça. 85% des joueurs perdent. Il y en a que 16% qui sont payés. Oui, c'est ça. C'est ça. Il y a 100% qui s'éclatent. C'est l'objectif qui s'éclate. Tu dis en termes de tables, vous avez rajouté combien de tables? Une cinquantaine. Donc alors, c'est 50 de plus. L'année dernière, vous en aviez rajouté combien? On était à 130 et quelques, je vais te dire, et on est à 180 et quelques. Okay. Il y a toujours les petits ajustements, tu sais, à la fin, tant qu'à l'une dans le l'autre. Est-ce que tu peux pousser encore? Là, je pense qu'on a du mal. Là, tu penses qu'on a atteint les limites? C'est-à-dire que quand tu regardes ce barnum, il va jusqu'à l'arbre, jusqu'à la place du centre de conférence. Il est collé au bâtiment d'un côté et il déborde même les allées, puisque c'est quand tu vas à l'intérieur, il y a 3 arbres quand même à l'intérieur, puisqu'on est passé par-dessus les arbres pour construire cette tente, quoi. Donc à part en faire une encore plus haute avec un étage. Je me fais pas de soucis sur le fait que vous trouviez une solution, mais bon, là ça va être. Là, on commence vraiment à toucher les bords. Là, par contre, j'ai une idée d'une structure tenue par un hélicoptère. Mais ouais, voilà, on va. C'est ça. Non, j'ai proposé à Jean-Alexandre de raser un étage du palace et de faire une immense salle de poker. Il a dit quoi? Il réfléchit. J'ai dit, tu sais, ton exposition là d'art. Oh. Voilà, c'est des problèmes comme ça. Non, c'est. Bon, écoute, on va voir. Alors, les prévisions en termes d'affluence sur le main event, c'est quoi le cap? À partir de quel chiffre je le vois clignoter en rouge et je me dis, oh putain, Mathieu, il doit pas être bien. Non, le cap, en fait, je sais pas comment expliquer. On a plein de moyens à disposition. On a des tables, on a des chaises, des jetons, des cartes, etc. Mais il y a surtout des hommes derrière. Il y a des croupiers. Des croupiers, on en a 240 en liste. Il y en a toujours quelques-uns qui viennent pas. On va dire 240. Et la limite, elle est humaine. C'est-à-dire que là, ce matin, on a pris le parti, on a décidé, on va ouvrir 110 tables à l'ouverture. Au Shuffle Up and Deal, il y aura 110 tables ouvertes. Mais le croupier qui démarre à midi, il est là à 11h, le temps qu'il se change, qu'il prenne ses jetons, qu'il ouvre sa table, les 20 minutes, 20 ou une demi-heure de sécurité que tu as pour faire rentrer les joueurs, machin. Tout ça, c'est des heures, c'est des journées de travail. Donc, il est là à 11h. Décemment, s'il finit déjà à minuit, c'est une grosse journée. En ayant fait 2 pauses et un break déj de 45 minutes, c'est une sale journée. C'est une grosse journée. Donc, plus je vais blinder mon main, plus je vais pénaliser mes sides. Puisque le sprint et le side de 17 ou 18 heures, à un moment, il faut le commencer, mais il faut aussi le finir à 2, 3, 4 heures du mat. Donc, c'est la vraie limite de tension, elle est sur les hommes, en fait. Jusqu'où on peut tirer la corde et jusqu'où on accepte de tirer la corde. Il y a quelques croupiers qui sont très volontaires, qui veulent faire un max d'heures, quitte à repartir à 4 pattes lundi. Mais les autres, et c'est ce qui est absolument légitime et normal, je veux dire, au bout de 10-12 heures, tu dis break. Quoi, tu vois, et puis tu as aussi besoin de lucidité quand tu es croupier, éviter les erreurs. C'est un métier bien plus difficile que ce qu'on imagine, de concentration, de tension, d'attention. Quand en plus on anime la table, enfin tu vois, les super croupiers, on les connaît, c'est des gens extrêmement complets. Et la limite, elle est là en fait, parce que la vraie problématique, mon intention, si tu veux, c'est pas de faire exploser le main. Mon intention dans l'expérience client, c'est de mettre un maximum de moyens pour tous ces joueurs, j'ai envie de dire récréatifs, mixtes, qui ont envie de tout faire, qu'on les refuse pas sur les sides. Je préférerais 100 fois que tous les sides fassent 50%
de joueurs en plus. Et le main, s'il fait 5% en plus, ça me va. Franchement, ça me va. Parce que quand tu regardes le panel de joueurs qui sont là, qui ont fait le déplacement, c'est, je pense, un des plus beaux melting pots qu'on puisse avoir. Il y a une cinquantaine de Red Diamond, il y a la Team Pro Winamax, il y a tous les règles français qui sont là. Et puis plein de gens qui c'est leur font premier tournoi, un festival par an. Ouais. Il y en a beaucoup, c'est leur premier tournoi, donc ils vont pas jouer le main encore, Exactement. ils vont jouer le 150, ils vont se faire plaisir. Exactement, et c'est ceux-là qui pour moi sont le plus repartis frustrés l'an dernier. Parce que c'est les sides qu'on a capés, c'est les SAT qu'on a capés, c'est les tournois du soir qu'on a capés, qu'on a même pu annuler, je me souviens plus, le vendredi après-midi ou comme ça. Et c'est ceux-là, cette frange de population qu'on a frustré. Et pour moi, la principale attention, elle va être là-dessus. Peut-être qu'à un moment, je préférerais avoir une liste d'attente sur le main pour pouvoir prendre 300 joueurs sur le side à 150 balles de 16 heures, parce que ces 300 joueurs-là, ils ont fait le déplacement aussi, quoi. Et leur part de frais fixes même est presque plus importante elle est plus importante mathématiquement que le règle qui va mettre 3 boulettes dans le main, jouer 2 fois le high roller, le battle royale, et prendre une table vite au théâtro avec ses gars. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. À côté, il y a tous les à côté au Sysmix. Ouais. C'est toi aussi qui gère, je sais pas, la création artistique, tout ce qui est les pool parties, en partie, j'imagine, avec toutes tes équipes. Avec les équipes, voilà évidemment. Mais il y a eu la nouveauté hier soir, c'est la première fois les fléchettes. Les darts, le concours de darts. Avec Mathieu Thibaut Tricol. Mathieu Thibaut Tricol. Qui, évidemment, a gagné. Il n'a pas joué. Alors, attends, moi, je vais te dire un truc. Si tu penses qu'il y a de la variance aux fléchettes, il n'y en a pas. Je vais demander. Très, très peu. Je lui ai dit, vas-y, tu montes 2-3 trucs. C'était dans le 1000, les 100%. Ah, ouais. C'est les mecs chiants en soirée, ça. Ah ouais, ça c'est vraiment c'est le mec, il prend bon voilà, tu mets ton bras droit, voilà, tu suis ton geste. Il y a peut-être une stratégie. Il faudrait mettre le dart après le beer pong pour un petit peu l'handicaper, tu vois. Alors le problème de ça, c'est que tu vas avoir aussi pas mal de borgnes. Ouais, c'est vrai. Tu vas perdre des yeux. Tu vas perdre des yeux parce que ça va finir avec des fléchettes dans le. J'ai pas pris ça en compte la sécurité. Dans les yeux. J'en ai foutu une dans la tête, dans l'œil de Ted Etienne. Vous verrez ça tout à l'heure. Mais ouais, donc le dart avec cette, alors les petites cibles, puis cette cible magnifique. Elle est incroyable. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Ouais, pareil. C'est toi qui. Les darts. Pourquoi comment c'est venu? Les darts. En fait, quand tu regardes l'état d'esprit d'un festival Winamax, que ce soit à travers le beer pong, à travers les soirées, etc. Et si tu as la curiosité de zapper sur l'équipe 21 un jeudi soir, que tu vois comment se passent ces grandes compétitions avec ce public déguisé qui chante, qui picole, qui rigole, etc. Et tu dis si on met un W, ça passe, quoi. Ça ressemble un peu à notre état d'esprit, tu vois, c'est un truc qui ressemble. Donc, d'un côté, tu as une certaine hype sur les darts, et puis voilà, c'est un jeu, c'est facile d'accès, tout le monde peut jouer, si t'es pas bon, mais c'est pas très grave, tu t'es amusé quand même. Le budget, c'est pas un énorme budget. C'est pas un budget de dingue. À installer aussi, parce que la place... c'est facile à installer, c'est facile à transporter, et surtout, tout le monde s'est beaucoup amusé, parce que je vais pas dire tout le monde a une cible de fléchette ce soir, mais tout le monde a déjà essayé plus ou moins, etc. C'est ludique, c'est rigolo, et ça marche très bien. Et donc, au-delà de cet event-là, il s'inscrit dans un truc parallèle. On avait de temps en temps des cibles de fléchettes sur les events, comme on avait des tables de beer pong 2011, 12, 13, et puis en 14, je décide de faire vraiment le Winamax Beer Pong Open. Là, c'est un peu la même chose. Et en parallèle, Winamax investit aussi sur les fléchettes, enfin sur les darts, professionnellement, puisqu'on est sponsor donc, de Thibaut Tricol, qui est numéro 1 français. On est son main sponsor aujourd'hui. On sponsorise en Allemagne toute la première ligue de la PDC, toutes les étapes allemandes, c'est les Winamax PDC, et puis un mot en allemand que je serais incapable de prononcer. Deutsche Qualität. Exactement. Et on est main sponsor et je vais pas dire coproducteur, mais très investi dans le premier French Darts Festival qui aura lieu à Caen en novembre. Donc avec un plateau des meilleurs joueurs mondiaux. Il y aura pas Luke Leiter, pas tout de suite, mais voilà. Beaucoup des meilleurs joueurs mondiaux du top 50 mondial qui seront présents, un immense concours amateur, et on espère, surtout avec les organisateurs, on est que derrière, retrouver cette ambiance qu'on peut voir et qui est très Winamax en fait dans le fond. Bien sûr. On vient, on se prend pas au sérieux, on est là pour rigoler. Il y a quand même des gens qui font un truc super sérieux au milieu parce que c'est des cadors, comme tu l'as dit, il suffit de faire 3 volets avec Thibaut et tu as compris que tu es loin derrière, tu n'as aucune chance. Et d'ailleurs c'est impressionnant, tu te dis que le mec
il est premier français, mais il est, je sais pas, mondial, il doit être dans le top 20. 26 ou 28, ouais, tu vois, top 30. C'est-à-dire qu'il y a 30 mecs qui sont beaucoup plus forts. Et il y a des mecs qui l'explosent, tu vois. Complètement. C'est ça. Alors que le mec, il est là, il te fait il te le met où il a. D'ailleurs, il a autorisation de jouer pour le beer pong ou pas? Oui, bien sûr. Parce que là, il va être injouable. Et c'est la question qu'on se pose. Bah si, parce que c'est quand même un geste un peu similaire. Je pense qu'il va être très très fort. Après, il faut voir s'il tient bien l'alcool. Ah ouais, non, parce qu'on boit de l'eau. Il est breton. En plus, on boit de l'eau. En plus, il est breton. Oh putain, le mec, il cumule. encore plus loin. Le mec, il est très sympa. Et en plus, hier, il était, tu vois, au milieu. Alors, c'est marrant parce que t'as un Winamax Dart Open et t'as le champion et tout le monde qui vient lui parler, alors que c'est quand même super méconnu. Il y a une bonne communication quand même dessus. Mais il était très open à parler avec tout le monde. Tu me montres comment on tire. Tu vois, avec les mecs à moitié bois. Dis votre rigole. Voilà. Non, mais il a l'habitude. Il est constamment en Irlande et au Royaume-Uni, au milieu de mecs bourrés, déguisés, qui montent leur fion. Il est dans son univers. C'était même trop calme pour lui hier. C'est ça, il n'était pas choqué, quoi. Pas choqué du tout. Mais voilà, c'est aussi très Winamax. On a une star, mais qui est accessible, qui est au milieu des gens, qui partage, qui prend plaisir à partager. Non, vas-y, plus le coude, plus le poignet, plus le machin, etc. Il est vraiment adorable et ça se passe super bien. Et je pense que dans les années, dans les mois à venir, on n'a pas fini d'entendre parler des darts et Winamax va essayer d'accompagner ça tant sur ses events live que sur les grands événements De toute façon, les darts c'est en pleine expansion. Ça cartonne. cartonne. L'équipe 21, tous les scores d'audience, ça cartonne. Mais c'est incroyable. C'est quand on a fait une opération à Stuttgart. On est sponsor du club de foot de Stuttgart et on avait invité 150 gros parieurs allemands, parce que c'est des parieurs plus que des joueurs de poker. Je me souviens plus l'occasion, pour un match de Ligue des Champions, mais à l'extérieur, qui ont visualisé le truc. Donc champagne, petit four, télé, machin, etc. Il y avait des anciens joueurs de Stuttgart, des légendes, des mecs qui ont été champions du monde en 82, tu vois, qui étaient là. Et il y avait le joueur allemand dont j'ai perdu le nom, qui doit être pareil dans le top 30 mondial. De Fléchette. C'était la star. C'était la star. Ouais. Il faut imaginer, alors tu avais, on va dire, Giresse, Tigana et Marius Trésor dans un coin, tu vois. Et Thibaut Tricol. Et Thibaut Tricol de l'autre, et tout le monde s'en battait la race des trois champions historiques du club, et aller voir le gamin qui lançait les fléchettes, quoi. Bon, c'est la hype du moment. Donc, tu vois, donc c'est le bon choix. Peut-être des vocations, on ne sait pas. Alors, des vocations, il y en a eu beaucoup qui sont nés hier dans l'après-midi et qui sont morts dans la soirée. Il suffit de faire 3-4 volets avec Thibaut et tu as compris que. Démotive. Mais si tu maintiens, si vraiment t'en veux, là, peut-être tu tiens un truc. Ah, c'est quand même un des autres rares sports où tu peux avoir 20 kilos de trop, picoler 4 bières. D'ailleurs, c'est le cas du champion incontestable, je crois. Il faut être stable sur les appuis, quoi. Lui, il se vante d'avoir un régime diététique à base de kebab et de bière. Il le vit très bien. Voilà. Le vit très bien. Mais il prend très très soin de ses articulation. Par contre, là, il est beaucoup de zinc et d'anti-inflammatoires. Avant de te laisser partir, Mathieu, qu'est-ce qu'on peut espérer pour Aix-les-Bains en là, c'est l'inconnu pour tout le monde. Là, c'est vraiment l'inconnu. On sait pas à quelle sauce on va être mangé là. Ouais, mais moi, si je devais émettre un souhait, c'est de la fluidité. Une fois que on aura le dispositif pour assurer cette fluidité de caisse, d'entrée de tournoi, de passage, le dispositif, on n'aura que 151 tables, donc il faudra faire avec. Là, tu vas te faire démonter. Il sait déjà qu'il va s'en démonter. C'est sûr. Qu'on soit prêt et que l'expérience soit bonne. Et si on arrive à faire tout ça avec un max de fluidité, on va bourriner pour essayer de faire évoluer les choses, qu'un maximum de gens se préinscrivent le plus tôt possible, quoi. C'est quelque chose, malheureusement, dans les événements Winamax, on va basculer à un moment, et je pense qu'on est au point de bascule, parce que les tailles des casinos et des salles où on peut faire les trucs, il n'y a pas plus grand, c'est pas possible. Et il y a un moment où il y aura trop de monde, donc c'est comme un concert de Beyoncé. Sold out. À un moment, ça va être sold out. Comme à l'époque des premières finales WPT au Cercle Clichy-Montmartre, où on jouait sur 30 tables, il y avait 300 préinscriptions par jour, point, quoi. Et je sais que dans l'attitude du joueur de poker moyen, c'est pas conventionnel, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais
peut-être qu'il va falloir qu'on aille vers ce point de je pense qu'on est au point de bascule et que ça va devenir un passage obligé, quoi, en tout cas, c'est une bonne nouvelle pour le poker parce que ça veut dire que le poker se porte bien et donc tout va bien. Donc tout va bien. Merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous. On va te laisser retourner vaquer à tes. Bon là, tu vas aller chill à la piscine évidemment. Tu vas aller. Normal. Tu vas remettre. Il va enlever le mode avion et ça va faire. Merci beaucoup et puis on va se croiser tout au long de ce festival et nous on va tout de suite accueillir Alexandre. On part dans Alexandre Letellier. On va partir dans le foot. On est très foot cette semaine dans Club Poker Radio. Je coach un peu comment sur le foot. Il apprend 2-3 noms de joueurs. Il progresse. C'est le gardien de l'OM, c'est ça? Tout à fait, bien sûr. Merci beaucoup Mathieu. Et nous on fait une petite pause que vous ne sentirez pas puisqu'on se retrouve tout de suite après ça. Tout de suite. Augmentation des blindes. Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et bien nous revoici toujours à Marrakech pour le Sismix 2025 et on a le plaisir, on est très content, on reçoit Alexandre Letellier. Alex, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous. On est super contents. C'est gentil, merci à vous pour l'invitation. Écoute, c'est franchement, c'est trop cool. Le principe de l'émission, c'est qu'on aime bien refaire un petit peu l'histoire de l'invité pour savoir un peu comment il est arrivé, toi, c'est-à-dire au top de ton sport. Alors, on recommence vraiment à la base. On recommence vraiment quand tu étais petit. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, sont fans de tennis. Je vais quand même te présenter. Tu es gardien, un des gardiens, tu es le troisième gardien du PSG. C'est ça? C'est ça. Enfin, j'étais parce que en fait, j'ai fait 4 ans là-bas et en juin, là, mon contrat s'est arrêté. Et du coup, j'ai pas été renouvelé. Donc, tu es sportif de haut niveau. Quand on est sportif de haut niveau, comment ça se passe quand tu étais petit? Est-ce que tu as toujours aimé le foot? Tu as toujours voulu faire ça? Enfin, tu vois, comment tu étais quand tu étais gamin? Tu sais, le foot, c'est un peu le sport facile. Tu joues très vite dehors, tu mets 2 pulls par terre. Et en vrai, tout le monde aime le foot. Donc, c'est vrai que j'ai toujours été passionné par ça. Après, très petit, j'ai fait foot et tennis. Et en fait, à un moment donné, il a fallu que je fasse un choix. Parce que, tu vois, au tennis, ça se passait bien aussi, et au foot aussi. Et forcément, les entraînements, tu ne pouvais pas cumuler les deux. Sûr. Donc, j'ai fait le choix du foot, et à l'arrivée, ça a été un choix payant parce que je suis devenu professionnel, alors que le tennis, ça se trouve, j'aurais pas réussi parce que c'est un sport très difficile. Quand tu étais gamin, parce que c'est vrai que gardien de foot, c'est vraiment un poste très particulier. Et quand on est gamin, souvent, c'est un peu celui qui est puni, tu vois, ou celui qui est pas bon. Toi, est-ce que c'était parce que tu aimais bien vraiment le poste, ou tu t'es retrouvé là par hasard et après t'as il est en train de demander si est-ce que c'était pas bon. Non, mais c'est vrai que c'est ça. Non, parce que j'ai commencé attaquant. T'as reculé. J'ai fait 2 ans attaquant, sauf qu'en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais des petits problèmes d'asthme, de respiration. Et en fait, le choix le plus judicieux, c'était d'aller dans les buts. Et en vrai, moi, à l'école et tout, j'adorais être dans les buts. Donc, le choix s'est fait comme ça. Et c'est vrai que j'ai tout de suite adoré le poste dès que j'ai commencé en club. Ah ouais, t'as commencé en club gardien, t'étais déjà grand pour ton âge? Parce que là, tu fais quoi, 1m93? Ouais, c'est ça, 1m93. Franchement, j'arrive pas à me rappeler, mais je pense que oui. Par rapport aux autres, je devais être un peu plus grand. Comment ça se passe? Quand est-ce que tu commences à te dire que tu peux potentiellement être professionnel? C'est vraiment... c'est un rêve? C'était ton rêve de gamin d'être professionnel de foot? Ouais, pour tous les enfants. Moi, mon fils qui a 7 ans aujourd'hui, son rêve, c'est d'être footballeur. Donc, il joue quel poste, ton fils? Il est gardien maintenant. Il a fait comme moi. Il a commencé attaquant et en fait, il a eu un déclic et il s'est dit c'est bon, papa, j'en ai marre de courir. Je vais dans les buts et je lui ai dit mais tu sais que c'est pas plus facile. Donc en vrai, c'est vrai que quand t'es petit, tu vois tes idoles à la télé, t'as qu'une envie, c'est de faire le même métier. C'était qui ton idole, toi, quand t'étais gamin? Moi, quand j'étais plus jeune, c'était Lionel Etizi et Iker Casillas. Ouais, donc pas des gardiens. Si, des gardiens, vraiment. On est sur la base 0 du foot. Alors, je vais te dire un truc. J'ai fait un bluff. J'en connais un des deux. Je me suis dit, bon ça peut passer. Ouais, si, quand même. Mais Letizy, j'aurais dit, ok, mais Casillas, quand même. Je me suis dit, putain, vas-y, sors-moi Pascal Olmeta. J'aurais été trop content. Joël Batz. Putain, les deux que je connais. Sortir Olmeta, il est parisien. Oui, c'est vrai, mais bon, je sais pas. Écoute, j'en connais deux. J'en connais deux. Joël Batz. Joël Batz, ça marche. Après, t'es surpris ou pas? C'est une autre génération, Joël Batz, tu vois. Moi, il joue pas encore là? J'étais trop jeune. Non, j'étais trop jeune à cette époque-là.
C'est vrai. Non, t'es 93 90. 90. Ouais, donc même All Meta, c'est pas vraiment connu. Donc ouais, donc t'as des idoles et tu sais tout de suite. Est-ce que au fond de toi, tu sais que tu vas tout faire pour être professionnel, c'est-à-dire que même tu t'allais beaucoup t'entraîner En fait, tu peux pas le savoir tout de suite à 7 même 10 ans. C'est plus les années elles passent et plus tu grimpes les échelons un petit peu. Ouais. Et en fait, même quand tu rentres en centre de préformation, que tu passes cette étape-là et que tu passes en centre de formation, tu n'es pas sûr de réussir. D'ailleurs, nous, c'est ce que tous les coachs nous disaient. C'est bien, on s'entraîne tous les jours, on est professionnalisé très vite. Mais à côté de ça, faites attention aux études parce que le pourcentage de mecs qui passent professionnel, il est minime. Et pourtant, il y a énormément de joueurs que j'ai pu voir qui avaient énormément de talent, mais qui ne sont pas passés. Donc, en fait, si à côté, tu ne fais pas ce qu'il faut à être un minimum bon aux études ou tu vois, faire une filière plus professionnelle, etc., pour avoir quelque chose une fois que le foot s'est terminé, le centre de formation s'est terminé parce que tu passes pas pro, ça peut être très compliqué. Et toi, c'est le cas? Est-ce que tu faisais très attention à tes études à côté? J'essayais, mais tu vois, aujourd'hui, avec l'âge aussi, et puis maintenant avec des enfants et l'éducation et tout ce que tu veux leur transmettre, sur la fin, en fait, j'ai passé mon bac 2 fois. Et je l'ai un peu bâclé parce que je savais que j'étais aux portes et que j'allais passer. T'es quand même moins motivé pour aller bosser de la physique. Tu vois, pour te dire, la première année où je passe mon bac, je fais le stage avec les pros du PSG parce que je suis formé à Paris. Donc forcément, c'est compliqué. Tu pars en stage, tu as passé ton bac, tu es au rattrapage. J'ai quitté le stage pour faire mon rattrapage, repartir, machin. Donc j'ai complètement enfoiré. Et en fait, quand je passe ma deuxième année, le bac en candidat libre, juste avant de le passer, je signe professionnel. Donc en vrai, tu vois, j'y suis allé en roue libre. Et en plus, pour la petite anecdote, je me rappelle arriver dans la classe et le professeur qui était censé surveiller lisait l'équipe. Je rends ma copie, il me regarde, il me fait mais non. Si. Sérieux? Et du coup, je dis je suis désolé, mais ça va pas être terrible, quoi. Parce qu'en fait, ça y est. Moi, dans ma tête, j'étais pro. Ouais, t'es parti. Mais en fait, aujourd'hui, c'est un regret. Parce que même si, c'est vrai qu'on dit souvent, le bac aujourd'hui, ça apporte rien. Mais t'as le bac, t'es quand même fier, tu vois. Ouais, c'est un espèce de premier accomplissement dans les études. Là, ton fils, tu vois, qui suit un peu le même parcours. Alors après, en fonction, on verra. Après, là, il est jeune. Ce qu'il fait, voilà, il a encore vachement le temps. Mais est-ce que ça aussi, c'est quelque chose que tu vas vouloir lui inculquer s'il continue dans cette voie, de lui dire, il y a quand même les études, etc. Et en même temps, tu vas comprendre ce qu'il ressent et ce qu'il vit de mais j'ai le foot dans la tête et c'est dur de penser aux études, quoi. Après, oui, c'est sûr que la priorité, ça va être les études. Et si le foot, ça se passe bien, tant mieux. Moi, je vais pas être le genre de parent à le pousser, lui mettre la pression. Si demain il va arrêter pour faire du tennis, du basket, du hand, du volley, ce qu'il veut, même du hand, pas de problème. Même du hand, même du volley, vraiment. Peu importe, ouais. Vraiment, moi, c'est du moment qu'il prend du plaisir, c'est le plus important. Peu importe le sport, peu importe le métier. Si un jour il me dit j'arrête le foot, moi je vais me consacrer aux études parce que je veux devenir médecin, ingénieur, ce que tu veux, pas de souci. Et de l'autre côté, c'était comment, toi, tes parents à ce moment-là? Ils étaient comment? Ils te poussaient à fond? Ils te laissaient pareil? Ils étaient plus en mode on voit que notre fils il s'éclate, on le laisse faire? Parce que tu sais, maintenant il y a vraiment. C'est quoi les parents beaucoup, mais le projet un peu Mbappé où tu as vraiment des parents complètement fous sur les bords du terrain maintenant. Le projet Mbappé, là, on en discutait un peu hier, le foot il a changé en fait. Là, j'ai l'impression de parler comme un vieux, c'est pas grave. Mais entre les années où je suis passé pro et là maintenant, donc en 15 ans, c'est plus le même football. Parce qu'il y a l'avènement des réseaux sociaux. En fait, c'est ça qui change tout. C'est exactement ça. Nous, à l'époque, tu voulais regarder des vidéos de foot, etc. Et je le vois avec mon fils. Tu regardais les cassettes vidéo de tes parents qui étaient enregistrées et tu regardais tout le temps la même. Et tu regardais Platini, et elle était usée après. Là, il y avait les bandes. Ça. Et tu étais obligé de la remonter comme ça, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, les petits, ils ont accès à tout. Tout est filmé. YouTube, machin, truc, ils peuvent tout voir. Donc même eux, mine de rien, en termes de progression, je pense qu'ils peuvent aller plus vite que nous parce qu'ils voient plus de choses. Et ils peuvent voir des gestes techniques ou des mêmes. Ils ont même leurs stats. À 7 ans, tu peux avoir tes stats. C'est affolant. Donc c'est vrai que le foot, il a complètement changé. Et moi, mes parents à l'époque, ils étaient. Franchement, j'ai eu une éducation, j'ai rien à leur reprocher. J'ai eu des parents en or. Ils me poussaient dans le foot, tout comme ils me poussaient dans les études. Après, ils savaient que voilà, ma priorité à moi, c'était le foot. Et on va dire que ce qui m'a sauvé, c'est de signer pro. Parce que c'est sûr que si je signais pas pro et que j'avais pas mon bac derrière, je pense t'aurais pris la calme. Il y a un moment où tu leur dis, où c'est petit à petit, où il y a un moment où tu leur dis, écoutez, je veux passer pro. Non, en fait, tu peux pas toi dire je passe pro. Mais tu peux pas. Ouais, t'as pas le projet. C'est juste que c'est plein de petites étapes. Ouais, c'est des étapes. Et puis en fait, quand tu te rapproches de la fin de ton centre de formation, tu sais si tu signes pro dans ton club
ou si tu as des clubs qui sont intéressés par toi parce qu'ils t'ont vu jouer, etc. Parce qu'en plus, quand tu es à Paris, forcément, tu joues dans des gros tournois, tu fais beaucoup de matchs et tu es forcément plus supervisé que les autres. Bah, tu sais si tu as des recruteurs qui sont intéressés par toi et forcément, si tu as 4-5 clubs qui veulent t'essayer pour potentiellement te faire signer ton premier contrat professionnel, bah, tu te dis que voilà, ça y est, là, tu commences à te rapprocher. Et une fois que tu fais un essai ou quelque chose et que ça se passe bien, là, forcément, ça y est. C'est directement Paris, le PSG qui s'est intéressé à toi. Il y a eu d'autres clubs. Tu as réfléchi à d'autres propositions aussi. En fait, moi, du coup, j'étais au centre de formation de Paris. Arrivé à la fin de mon centre de formation, donc la dernière année, donc je fais le stage avec les professionnels. Donc là, déjà, tu commences à te dire, bon, ça commence à sentir bon. Sauf que finalement, bah, je ne signe pas pro à Paris. Et moi, là, à ce moment-là, j'ai le SCO d'Angers qui vient me chercher. Je pars là-bas pendant une semaine d'essai. Parce que c'est ça qui était bien, c'est que quand le directeur du centre il savait que les joueurs n'allaient pas être gardés à la fin de la saison, même pendant la saison, il te permettait d'aller faire des essais un peu à droite à gauche pour pas te faire perdre du temps. Et moi, je sais que quand je suis parti faire mon essai à Angers, c'était, je crois, peut-être vers mars, alors que derrière, il restait encore 2-3 mois de compétition. Et en mars, je savais que j'allais signer pro à Angers, quoi. Alors, il y a toujours la question de la compétitivité, tu sais, par poste. Juste explique-moi un peu comment ça marche dans le centre de formation. Vous êtes combien de gardiens, par exemple? Bah là, aujourd'hui, ça a changé. Moi, je sais qu'à mon époque, par génération, tu avais un gardien. Ah ouais, dans le centre de formation. Bon, ça va en termes de concu, c'était, on va dire, tu avais moins de pression. Bon, bah, il y avait des entraînements spécifiques parce que c'est vrai que c'est pareil, le travail d'un gardien a énormément changé en 15 ans, 20 ans. Déjà, le jeu au pied à l'époque, ça existait quasiment pas. Est-ce que ça se passait comment la formation à l'époque? C'était que du jeu à la main, c'était que des arrêts, il y avait autre chose, il commençait à avoir du jeu au pied. Le jeu au pied, moi, quand j'ai commencé, il commençait à être important déjà. Alors après, c'est vrai dans mes premières années en pro, c'est Neuer qui a un peu révolutionné le poste avec ce style de gardien un peu libéraux qui joue très haut, qui coupe, avec une grosse lecture du jeu, à couper des passes en profondeur, à avoir un jeu au pied extraordinaire. Qui casse les espaces. Exactement, vraiment un rôle de 11e joueur et pas 10+1. Et c'est vrai qu'il a vraiment révolutionné le poste. Et à partir de ce moment-là, le rôle du gardien avec son jeu au pied est devenu beaucoup plus important. Mais après, au centre de formation, il faut que tu aies un minimum de pied quand même, parce que à mon époque, c'est vrai que le gardien, il fallait qu'il ait quand même un jeu au pied correct. Minimum, on parle souvent du gardien, du travail mental, parce que tu es le dernier rempart. Je sais pas, moi c'est tellement loin, mais j'imagine que en plus tu peux, je sais pas, j'imagine que quand tu prends un but, tu peux sentir plus de responsabilité que les autres et tout, alors que bon, finalement, voilà, comment est-ce que déjà dans le centre de formation on aborde ça avec les gardiens en particulier, de le travailler un peu le mental? Le travailler, c'est difficile de le travailler. En fait, après, je pense que chaque personne est comme il est et réagit différemment à chaque situation. Après, le mental de gardien, tu le sais, quand tu es à ce poste-là, tu sais que tu peux prendre des buts, qu'un jour tu peux être un héros, le lendemain tout le monde te... Voilà. C'est que ton erreur, et surtout l'erreur d'un gardien, tout le monde la voit, alors qu'un joueur de champ, des fois, il fait une erreur, c'est moins impactant tout de suite. Il peut se rattraper plus facilement. Alors qu'une erreur de gardien, souvent ça paye le cash. Tu vois, tu prends le but ou... Des fois, tu peux t'en sortir entre guillemets, tu fais une erreur et puis bon, au lieu qu'il y s'y mette, il y a un corner. Voilà. Mais en règle générale, quand tu fais une erreur, ça pue. et c'est vrai que c'est un poste un peu ingrat dans le sens où pendant un match, tu peux faire 10 arrêts. Il suffit que tu fasses une erreur qui fasse perdre ton équipe. On va dire, tu as fait perdre. Ça. Tu vois. Donc après, moi, c'était quand j'étais petit, c'était justement le côté. Tu vois, une séance de penalty, t'aimes la pression, c'est toi le héros, tu vois. Après, la pression, en vrai, c'est. À Paris, nous, on l'a vécu très jeune parce que en région parisienne, le niveau il est quand même beaucoup plus élevé qu'ailleurs. Partout où tu allais, tu étais l'équipe à abattre. Donc forcément, déjà, dès petit, tu as cette pression. Finalement, tu es un peu habitué. Et tu es habitué. Tu vois, pour vous donner une anecdote, à 14 ans, on fait un tournoi à Hong Kong, organisé par Nike, où en fait, Nike avait fait un tournoi mondial dans chaque pays pour qu'il y ait un champion qui représente le pays, des clubs Nike.
Et après, en fait, on faisait une espèce de Coupe du Monde. Un peu comme la Danone Cup à l'époque. C'est ça. Okay. Et sauf que là, qu'avec des clubs Nike ou des clubs affiliés, etc. Parce qu'en finale, on jouait Fluminense qui est Adidas à l'époque. Et en fait, on va à Hong Kong parce que Manchester était co-organisateur avec Nike. Et le tournoi se passait là où Manchester faisait sa préparation estivale. Donc on se retrouve à Hong Kong, on va en finale et on joue en levée de rideau du match de Manchester. Mais sauf qu'à 14 ans, tu joues dans un stade professionnel devant 25 000 personnes. C'était la première fois où tu étais avec... Ouais. Donc tu vois, mine de rien, dès le plus jeune âge, on t'habitue à jouer dans des atmosphères, etc. Alors après, voilà, c'est un lever de rideau, t'as pas forcément des supporters qui sont pour une équipe ou l'autre, mais t'as quand même du monde. T'as déjà le stade. Et puis c'est un super grand rideau en plus pour la... Donc en vrai, depuis à Paris, dès que t'es jeune, la pression, tu la connais. Et tu te souviens de ce moment-là où tu rentres sur la pelouse et il y a 25 000 personnes? Ouais, c'est incroyable. Puis en vrai, quand t'es jeune comme ça, tu réalises pas vraiment. C'est après, tu sais, une fois que le match il est terminé, tu vas dans la tribune pour regarder le match des pros. Donc déjà, tu vois les pros, t'es comme ça. Et en fait, tu te dis, ah ouais, mais nous aussi, on a joué. Il y avait tout ce monde-là. C'est incroyable, tu vois. Et je te dis, depuis tout jeune, en fait, à Paris, peu importe le match, que ce soit un match de championnat où tu joues une petite équipe, entre guillemets, ou des gros tournois, etc., on a toujours été habitué à une Finalement, pression. c'est comme la formation, c'est des étapes chaque fois, et petit à petit, c'est une petite pression supplémentaire. Voilà, et tu fais pas le gap, tu vas jouer en Ligue des Champions, et la veille, tu es en départemental, quoi. Non, ouais, c'est sûr. Mais après forcément, hein, quand tu as des très très gros matchs, la pression, tu la ressens un petit peu. Tu vois. Après, je pense que c'est de la bonne pression parce que n'importe quel footballeur rêve de jouer devant 80 000 personnes, etc. Et tu as envie de bien faire. Et inconsciemment, tu as tellement en fait, de gens autour de toi que ça te transmet un petit peu de... Et puis ça peut te galvaniser. Ça peut te galvaniser, c'est ça. C'est pas une pression bloquante, c'est plutôt une pression... Non, je pense pas parce que tu vois, j'ai là le souvenir de quand j'ai fait la finale de Coupe de France, quand j'étais à Angers contre le PSG. Et le souvenir de rentrer à l'échauffement, tu vois, et de voir 80 000 personnes, c'est impressionnant, tu vois, quand tu n'es pas habitué, parce que nous à Angers, on avait un stade de 20 ou 25 000, je sais plus. Et après, bon, voilà, tu joues dans les autres stades, il y a du monde. Mais là, 80 000, tu vois, tu te prends une bouffée, tu vois, c'est difficile à expliquer. Et je me rappelle, sortir de l'échauffement, parce que tu es dans ta concentration, etc., et c'est pas vraiment le match, donc tu peux faire des erreurs à l'échauffement, c'est pas grave. Et je me rappelle être dans le tunnel, et me dire au moment de rentrer sur le terrain pour le match, me dire putain, là ça y est, on y est quoi, et ça va être chaud. Tu joues une finale de Coupe de France, là tout le monde te regarde, et en fait tu rentres. Au moment où tu rentres, tu prends une bouffée de pression, et en fait le truc qui m'a un peu déstressé entre guillemets, c'est tout le côté cérémonie avec le président qui rentre, qui te serre la main, les musiques, l'hymne national, etc. Et ça fait descendre. Et bah ouais, parce que mine de rien, tu rentres, tu as une bouffée de pression, et en fait le fait d'avoir ce moment de calme, c'est une petite bulle, tu redescends, et après c'est parti. Et en fait, moi à un moment donné, quand le match a commencé, je me suis dit en vrai, c'est un match, mais c'est un match, mais surtout kiff. T'imagines, tu joues devant 80 000, tu joues contre ton ancienne équipe. C'est un match de fou. Et si en plus tu gagnes... Il y a un titre au bout. Tu as un titre au bout. Puis en plus, nous, à Angers, ça faisait 2 ans qu'on était monté en Ligue 1. Tu fais un exploit historique. Tu marques l'histoire du club. C'est ça. Et puis en plus, nous, je crois que c'était les 100 ans de la Coupe. Donc en plus, tu vois, tu sais tu gagnes les 100 ans de la Coupe, on va se rappeler de toi. Tu vois. Est-ce qu'il y a... Là, tu parles de match vraiment spécial où il y a une pression qui est démultipliée. Est-ce que, en termes de gestion de pression, tu vois, est-ce que tu développes des routines tout le temps, tu vois, vraiment, tu sais, le cliché de la chaussette gauche, la chaussette droite, tout le temps. C'est un cliché, mais c'est vrai que tous les joueurs, on a nos habitudes. Et en fait, tu t'en rends même pas compte. C'est que tu es tellement habitué à avoir une routine que tu la gardes. Et il suffit, des fois, c'est. Mais si t'en sors, ça te stresse d'un coup. T'as pas les bonnes chaussettes, t'as pas le bon. Je te jure que c'est vrai, et c'est incroyable parce que il suffit que, je sais pas, pendant 3-4 matchs d'affilée, tu fais toujours la même chose avant un match et tout se passe bien. Il suffit qu'une fois, tu oublies quelque chose et ça se passe pas bien. C'est terminé. Et après, tu l'as dans la tête. C'est des trucs tout bêtes. Hein. Mais tu as des superstitions. T'as des petites superstitions, toi? Ouais, moi, je suis très superstitieux. Je suis horrible. Hein. Vas-y, ça. Et je dois lécher le poteau gauche avant. Non, mais honnêtement, le problème, c'est que c'est tellement une habitude que c'est difficile de ressortir un petit truc, tu vois. Je sais qu'il y avait un moment donné, si j'avais pas un certain temps
pour me retrouver un peu tout seul dans les douches, à faire mes étirements, etc. Et bah, ça pouvait me stresser. Mes étirements dans les douches, bien non, sûr. Mais mes étirements, mes mouvements d'assouplissement, etc. Et bah, ça pouvait m'angoisser de me dire j'ai pas eu le temps de tout faire. Ouais, en fait, t'as un truc qui reste dans la tête jusqu'au moment. Et si après ce match ça se passe pas bien, tu te dis bah voilà, c'est à cause de ça. Et en fait, tu te cherches en fait peut-être des excuses ou quoi, mais c'est que t'essayes tellement d'avoir une routine qui fait que t'es au top sur le terrain. S'il manque un truc, tu vas te dire c'est à cause de ça. C'est quoi un peu, vu qu'on est un peu sur les routines, limite certains, on n'est pas loin du toc, hein, c'est quoi un peu ce que tu as vu dans les vestiaires, tu vois, des joueurs vraiment qui avaient des trucs un peu particuliers, je sais pas, le mec avait tout le temps le même caleçon, mais genre qui était détruit, tu vois, des trucs un peu comme ça. Ça, j'ai déjà vu, mais alors qui, je m'en rappelle plus, mais j'ai déjà vu. Tu es obligé de balancer un nom, tu vois. Mais... Non, mais ça, parce que ça me parle, ça, mais je sais plus qui c'est, mais il mettait tout le temps, il avait un caleçon, qui était lavé à chaque fois quand même, mais c'était son caleçon de match. Et après, en règle générale, les routines des joueurs, c'est quand même assez classique. Tu vois, t'en as qui, à peine arrivés, ils vont rester en survêtement, ils vont changer au dernier moment. T'en as qui, tout de suite, à l'inverse, ils vont changer, ils vont aller tout de suite chez les kinés. T'en as qui vont faire leur strapping. T'en as qui vont écouter de la musique. T'en as qui vont passer tout le temps avant de sortir à l'échauffement dans les douches ou dans les espaces où il y a un peu moins de monde pour être au calme. T'en as qui vont faire de la méditation. En fait, ça dépend vraiment des joueurs. Et c'est vrai que honnêtement, là, en 15 ans de carrière, j'ai jamais vu des mecs avec des routines complètement. Et t'as déjà vu, à l'opposé, t'as côtoyé des champions, t'as côtoyé des mecs très forts, des mecs très très forts qui s'en battaient les steaks. Non, parce que t'as personne qui s'en fout. Non, mais quand je veux dire, qui c'est qui sont. T'as l'impression qu'ils sont t'as l'impression que c'est facile, quoi, qu'ils sont détentes. Et genre les Brésiliens, ils sont un peu connus pour ça. Après, t'en as plein. Tu sais, par exemple, je sais pas, le mec qui revient, enfin, qui arrive au stade et qui va se poser, qui va rester en survêt et qui va être sur son téléphone en se disant bah vas-y, à moins le quart, je me mets en tenue. T'en as plein des comme ça. Et en vrai, c'est pas parce qu'ils s'en foutent, c'est qu'ils ont tellement l'habitude de faire ça. Ça peut être leur routine à eux, quoi. C'est leur routine à eux, tu vois. Ils se disent bah vas-y, en un quart d'heure, j'ai le temps de, je sais pas, mettre un strap au poignet et me mettre en tenue d'échauffement. Et puis voilà, c'est parti. Parce qu'en vrai, même si tu te conditionnes pour l'échauffement, c'est l'échauffement où tu rentres dans ton match. Et après, tu vois, tu rentres de l'échauffement, tu as un quart d'heure pour te mettre en maillot, short de compète. Et en fait, tout va très vite. Donc, t'en as beaucoup en fait qui aiment bien être dans le dernier moment pour pas cogiter, pas réfléchir, tu vois. Un peu comme quand tu révises ton contrôle la veille. Ouais. Cas, si on veut, tu vois. Alors, la veille, t'as le temps. Moi, c'était le matin. Ah ouais, moi, c'était pas. On va reparler un peu de ta carrière parce que souvent dans ta carrière, tu as été gardien numéro 2. Comment ça doit être difficile de gérer ça aussi, c'est-à-dire que gérer ton propre sport où tu vas être au top, mais en même temps, tu n'as pas forcément moyen d'exprimer ton potentiel sur le terrain. Comment, toi, tu l'as vécu tout au long de ta carrière et comment tu as fait pour rester tu vois, au top de ton sport? Bah après, tu vois, gardien numéro 1, 2 ou 3, dans tous les clubs, il y en a. Donc, tu sais qu'à un moment donné, quand tu es numéro 2, oui, tu te rapproches de la place de numéro 1 parce que le numéro 1, bah, s'il n'est pas performant, c'est toi qui vas jouer. S'il se blesse, c'est toi qui vas jouer. S'il est suspendu, c'est toi qui vas jouer. Donc, tu sais que ton moment, il va venir à un moment donné. Et après, bien évidemment, quand tu as cette ambition de devenir numéro 1, bah, c'est à toi de prouver à l'entraînement et surtout de prouver que les moments où on te donne un petit peu de temps de jeu, parce que les coupes aussi. Moi, à mon époque, il y avait encore la Coupe de la Ligue, donc ça rajoutait une compétition. Ça rajoute plus de matchs. Ouais. Tu vois, ça rajoutait plus de matchs, donc ça faisait souffler le gardien titulaire. Et si le gardien titulaire en championnat, il était blessé ou etc., et c'est toi qui jouais, bah, en fait, là, il fallait que tu répondes présent tout de suite, tu vois. Et donc être à ton top. Et donc être à ton top à tout le temps à l'entraînement. Et c'est pour ça qu'il fallait bien te préparer, parce que si ton moment, il venait, et des fois, ça vient... 1 heure avant le match, parce que le numéro 1 il sort sur le terrain, à l'échauffement il se blesse, bah, c'est toi qui joues tout de suite. Ça t'est arrivé ça? Ça m'est arrivé une fois, c'est mon premier match en pro, je l'ai joué comme ça. Et du coup, bah, si tu te prépares pas, mais c'est tout bête, bah, tu peux pas être bien sur le terrain. Tu peux pas être bien sur le terrain parce qu'à chaque fois que tous les matchs que tu as fait sur le banc, tu es capable de rentrer sur le terrain et de donner le meilleur de toi-même. Tu es à ton oui, c'est l'objectif. Ouais. C'est l'objectif. Donc en fait, tu es tout le temps mentalement prêt à toute éventualité parce qu'en plus, gardien, le mec se blesse sur le terrain, tu n'as pas le temps de t'échauffer. Hein. Ah ouais, tu rentres direct.
Puis souvent, tu rentres en plus, c'est un penalty. C'est un penalty, ouais, non, j'allais dire. Ouais, voilà. Tu rentres ça t'est déjà arrivé, ça? Ça t'est déjà arrivé de rentrer sur un penalty? En 15 ans de carrière, ça m'est jamais arrivé de rentrer parce que le gardien a été suspendu. Ah ouais? Ça t'a pas eu. Il y a aussi un rôle quand t'es comme ça, gardien de 2 ou 3. C'est un peu toute la partie invisible, en tout cas pour le grand public. Ça va être l'entraînement, parce que généralement, on va un peu plus préserver le numéro 1. Enfin, en tout cas, c'est pas lui qui va prendre les grosses frappes ou les. Toi, quand tu retournes notamment à Paris, c'est 2020, je crois, c'est pendant le Covid. C'est pendant le Covid. Bon, là, l'équipe, c'est plus le Paris quand tu étais en formation. Là, on est vraiment chez les Galactiques. Comment tu t'intègres dans un vestiaire comme ça? Est-ce qu'on arrive à trouver sa place? Est-ce que y a tellement d'ego dans des vestiaires comme ça? Et aussi, comment tu fais pour te faire respecter, tu vois, mine de rien, même si tu fais que l'entraînement, les mecs, tu les prépares pour la Ligue des Champions, pour tout ça, c'est ultra important. Honnêtement, tu vois, quand j'ai signé, justement, je me suis posé cette question. Je me suis dit comment ça va se passer, parce que tu arrives un peu dans l'inconnu. Après, à contrario, ce qui était bizarre, c'est que j'avais pas le même sentiment que quand tu arrives dans un nouveau club. Moi, le club, je le connaissais. Tu vois, donc tu connaissais le staff ou des gens? Je connaissais des gens qui étaient encore dans le club, des salariés. Donc en fait, je revenais et tu as, ce sentiment un peu de confiance parce que tu sais que tu connais du monde et que tu n'es pas tout seul. Tu es quand même à la maison. Et moi, je connaissais quelques joueurs aussi. Donc, ce qui fait que ça facilite les choses et l'intégration. Et puis, forcément, tu reviens en titi parisien. Tu sais, voilà, c'est autre chose. Et honnêtement, parce que beaucoup de personnes m'ont posé cette question, mais en fait, c'est tous des gens normaux. Peu importe qui soient, Neymar, machin, truc, ils sont tous normaux. Dès que mais ils vont être simple. Quand c'est normaux, mais ils vont être, vu que c'est tu vois, c'est tous des champions, ils vont quand même être exigeants. Ah oui, ça vois, par contre, tu te dois d'être au top, quoi. Ah bah oui, moi mon objectif et le truc qui me nourrissait, c'était quand j'arrive, il faut que je donne tout, il faut que je sois à 10 000% pour leur montrer que tu vois, ils ont eu raison de me faire venir parce que sinon, tu arrives, tu es en mode merguez et à chaque fois qu'ils frappent, ils marquent et ils vont aller voir le manager ou le coach ou change-moi machin. ça, ils vont dire attends, c'est qui t'a fait venir, c'est pas marrant, tu vois, tu bosses pas. Et en fait, moi, mon objectif, c'était ça. Et c'est vrai que, tu vois, par exemple, au bout de 3 semaines arrivé au club, à l'époque, le coach, c'était Thomas Tuchel, et tu as l'entraîneur des gardiens qui vient me voir et il me dit écoute, Alex, il faut que je te parle. Je dis, oh putain. Voilà. Et là, le pire, c'est que je me sentais très bien, tu vois, je me sentais au top, en pleine bourre. Et je me disais, putain, s'il me dit que ça va pas, je sais pas comment je vais pouvoir mettre un step Qu'est-ce que je fais, parce que là, j'étais. Et justement, il vient en me félicitant, en me disant que le coach était très content de m'avoir, très content du niveau que je montrais, et qu'il s'attendait limite pas à ce niveau-là. Et voilà, moi, ma récompense, c'était ça. Ouais. Tu vois, de me dire, tu vois, j'arrive, et j'ai montré tout de suite qu'il pouvait compter sur moi pour le rôle qui m'était attribué, tu vois. D'ailleurs, on l'a revu après, t'as re-signé 2 fois, t'as prolongé. J'ai prolongé 2 fois, ouais. J'ai prolongé 2 fois. Alors, tu parlais de Neymar tout à l'heure, forcément, tu me balances des noms, j'ai envie de. Tu connais Neymar? Tu connais Neymar? Quel poste? C'est le gardien numéro 2, c'est ça? C'est ça. Alors, évidemment, je vais encore parler comme un profane, comme Messi, je connais pas trop, mais t'es entre titi parisien là. De ce que j'ai entendu, c'était l'un des meilleurs tireurs de penalty au monde, non? Ouais, après, parce qu'il avait sa technique particulière, mais qui. Aujourd'hui, pour avoir vu le dernier match de Ligue des Champions quand Vitinha il tire son penalty. Qui a un peu le même style, C'est donc un peu à ralenti comme ça. Ah mais c'est une façon de tirer qui est horrible pour un gardien. Et donc justement, toi quand tu te retrouvais, tu t'es entraîné un peu avec Neymar qui tire des penalties ou pas? Ouais. Après il en faisait pas 150 non plus, mais il en faisait de temps en temps quand il en avait besoin, parce que c'est ça en fait, c'est des ressentis de joueurs. À un moment donné, il se dit tiens, je vais tirer 10 coups francs à la fin de l'entraînement parce que j'ai besoin d'avoir le geste, etc. Et c'est vrai que j'en ai fait quelques-unes. C'est une horreur. Et c'est vrai que c'est particulier. Comment toi tu t'es adapté à cette façon de tirer des pénaltys? Tu t'adaptes pas vraiment parce que en vrai, chaque tireur a sa manière de tirer, tu vois. Un Messi va tirer d'une façon, Neymar il va tirer d'une façon, Ramos il tirait d'une autre façon, et en vrai après c'est un duel. Et puis en vrai à l'entraînement, quand tu arrives sur ces fins de séance comme ça tire des pénaltys, ça se chambre un peu, tu te mets des carottes, c'est léger, même si c'est du boulot, tu bosses, tu vois, mais tu mets un peu de rigolade. Tu lui en as arrêté un quand même? Tu sais que j'arrive même pas à m'en rappeler parce que j'en ai pas fait tant que ça avec lui des séances de penalty. Mais Vitinha, t'as fait un peu. Vitinha, j'ai fait aussi, mais j'ai dû lui en arrêter un. Mais tu vois, par exemple, quand il a raté contre Arsenal,
il me semble me dire à mes potes, c'est la première fois que je le vois en rater un, en match et à l'entraînement. Bah, c'est surtout qu'en plus, c'est une technique tellement particulière que quand tu le rates, t'as l'impression que t'es nul à chier. Ouais, mais après, il en a raté un. Et c'est ça. tous les autres, c'est ce qui va rester, c'est quand il en a raté un. Ouais. Et on voit pas, on oublie un peu. Après là, il va en remettre 100 derrière. Et voilà, c'est ça. Parce que c'est une technique particulière, mais il rentre dans la tête du gardien. Mais c'est ça en fait. Et là, en fait, faire un petit parallèle avec le poker, c'est du heads up. Il y a une espèce de trouver un peu l'exploit contre le mec, parce que un peu c'est ça, cette technique, j'imagine, c'est que jusqu'au dernier moment, t'attends de voir comment le gardien va bouger pour pouvoir. Bah ouais, et puis tu vois, je pense que le lien il est vite fait avec le poker. C'est que moi, je suis tombé amoureux de ce jeu-là parce que je retrouvais énormément de similitudes avec le sport avec le foot et le poste de gardien. Comment t'as connu le poker? Tu en as pas parlé encore, mais j'ai commencé à jouer, j'ai appris à jouer à 14 ans. Okay. Lors d'un jour de l'an où tu vois, fin de soirée, on se retrouve à 5-6. Un centre de formation ou entre potes entre potes. Okay. Et t'en avais un qui savait jouer, donc qui t'apprend les règles. Et là, c'est vrai que tout de suite, j'ai adoré. Déjà, j'adore les jeux de cartes, tu vois, les trucs tout bêtes, mais tu jouais au Uno, à la bataille, machin, les trucs tout bêtes. Et là, le côté jeton, le côté mise, le côté rentrer dans la tête de l'autre, etc. Et en fait, je suis tombé amoureux du jeu et je l'ai jamais lâché. Ah ouais, et ça jouait un peu dans les cars ou dans les bus, dans les avions, à Paris, pas trop. Mais quand j'étais à Angers, je sais que ils avaient fait en sorte de prendre un car avec une table à l'arrière pour qu'on puisse. Pour qu'elle ait la petite partie. Ouais, pour qu'on puisse jouer. Et alors, les joueurs de foot, ils sont comment? Ah bah t'en as qui jouent très bien. Hein. Ah ouais? Ah t'en as qui jouent très très bien. Voilà, j'ai en tête par exemple Kamel Meriem qu'on a croisé très souvent, qui a perfé au Marrakech. Tu vois, regarde Vikash Dorasso après fait Vikash qui était un joueur de cash, qui a été un très 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 bon joueur de poker. Mon pote Bernard Mendy qui joue très très bien aussi. Enfin tu vois, il y a beaucoup de joueurs qui sont très bons. Et parce que je pense que en plus de ça, tu vois, tu as le côté adrénaline que tu as dans le foot, tu vois. Et forcément, quand moi, je sais que tous les étés, j'essayais toujours de me trouver un petit tournoi live par-ci par-là pour justement garder cette adrénaline que tu perds pendant les vacances parce que tu l'as pendant toute la saison. Ah oui, donc pour garder, pour pas te retrouver à la rentrée. Non, après ça change rien, mais c'est que t'es accro. Ouais, c'était quoi un peu ton spot de prédilection? T'avais un lieu, un peu un casino ou un club à Paris Non, parce qu'en vrai, tu vois, à Paris, moi quand j'ai quitté Paris, j'avais 18 ans. Donc crois-moi que j'allais pas à 18 ans dans les cercles parce que sinon à la maison, mieux pas. On allait mettre il fallait pas que ça se sache en plus pour la carrière, je pense. C'était ouais, pas et puis après quand je suis parti à Angers, moi le casino le plus proche c'était il fallait que j'aille à la Baule, tu vois. Et puis en plus, à l'époque, le poker n'était pas autant développé qu'aujourd'hui. Donc t'arrivais, t'avais une table de cash. T'avais une table de cash. T'attendais 2 heures pour avoir ta place. T'arrivais, les mecs, ils avaient déjà je sais pas combien de tapis, alors que t'arrives au casino, tu peux pas prendre ce que tu veux. T'as un maximum pour rentrer sur ta table. Donc là où j'allais, c'était ça. Donc en vrai, j'essayais de trouver des petits lives un peu à droite à gauche, mais je jouais beaucoup online comme ouais, tu joues online, tu fais plutôt cash ou plutôt tournoi? Non, je suis plutôt tournoi. Ok, et c'est quoi vraiment tes tournois de prédilection? Ici par exemple c'est Six Max à Marrakech, c'est un format que t'aimes bien? Le 6 Max, du coup, tu es habitué avec la room winner sur internet. 6 Max, ouais. Mais après, voilà, c'est 6 Max, full ring, peu importe. T'as jamais touché à des variantes, je sais pas, le truc comme ça? Je suis que Texas Hold'em. T'es que Texas Hold'em. Et toi ici, là, t'as prévu quoi comme programme? Écoute, parce que le souci, c'est que je dois rentrer demain. Il n'y a pas de main event. Je peux pas faire le main ni le high roller, mais du coup j'ai fait le Battle Royale. Hier j'ai fait le Mystery KO et aujourd'hui je fais le Shaolin. Si tu me dis pas la place à laquelle tu as fini, en général c'est que ça s'est pas bien passé. Non, le Battle Royale ça s'est très mal passé. Hier pas trop mal, mais vu que c'est un tournoi turbo, forcément à un moment donné il faut y aller. Donc c'était un peu compliqué sur la fin, même si au début c'était plutôt pas mal. Et puis écoute, aujourd'hui j'espère que ça se passera mieux. Est-ce que les gens que tu croises te reconnaissent et je sais pas, ici on te demande il y en a quelques-uns ici. On te demande des photos et tout. En plus surtout il y a une grosse ambiance foot puisqu'il y a l'after foot qui fait avec Daniel qui est là. Puis là il y a une ferveur. Il y a la finale de la Coupe de France au week-end, la finale de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc là c'est vrai que tout le monde est un peu stressé, un peu excité. Après il y en a qui me demandent des photos et tout, c'est cool. Mais après t'as beaucoup de gens qui sont un peu sur la retenue. Je vois
les regards insistants, ils savent, mais ils osent lui. pas. Ouais, ils osent pas venir. Et puis en plus, c'est vrai que tu sais, bah là, mine de rien, tu marches à droite, à gauche et tout, et donc les gens, en fait, ils ont l'impression qu'ils vont te déranger et ils osent pas. Donc alors que non, allez-y, même quand il est en Prenez famille, des vraiment, photos. les gens ils adorent quand vous êtes en train de manger et tout. Non, ça t'est déjà arrivé comme ça, je sais pas, t'es en famille, quand t'étais à Paris. D'ailleurs, comment est-ce que genre médiatiquement c'était pas trop dur à gérer là on est dans une grosse machine. Comment la pression médiatique, comment tu l'as gérée, surtout pour la vie de famille? En vrai, tu le sais. Tu sais que ça va. Fait partie du deal, quoi. Voilà, que ça fait partie du deal. Donc après, tu tombes sur des gens plus ou moins cool, mais allez, bon, nous on aime les anecdotes. Non, les anecdotes, raconte. non, mais tu vois, par exemple, tu parles d'être en repas de famille au resto. Bah, tu vois, des fois, tu as des gens, ça les empêche pas de venir te déranger, alors que bah, tu sais, c'est un peu ton moment calme et que tu n'as pas forcément envie. Alors qu'à contrario, t'en as qui vont te croiser dans la rue, qui vont limite pas oser, et c'est toi, tu vas les mettre à l'aise tout de suite en disant mais tranquille, ça va. Prends une photo si tu veux, il y a pas de problème. Et en fait, des fois, c'est un peu comment dire, la problématique entre guillemets de notre métier, c'est que tu vois, étant donné que les gens te voient à la télé, ils pensent te connaître, tu vois. Bah, eux te connaissent, mais toi tu les connais pas. Et en fait, c'est que ça casse tout de suite une certaine barrière. Et donc, du coup, bah, tu peux être un peu surpris et choqué par des gens qui viennent sans retenue, tu vois. Je sais pas si tu as vu, là, en ce moment, c'est le festival de Cannes. Et moi, franchement, les images, elles me marquent. Donc, quand tu as plein de stars qui marchent dans la rue pour aller d'un point A à un point B, et ils sont assaillis de gens qui, maintenant, il n'y a plus de... Enfin, je ne vais pas faire le vieux con, mais tu sais, il y avait... excuse-moi, on peut prendre une photo. Maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, ils prennent, ils mettent à côté, ils prennent. Et en fait, et moi, tu te dis, putain, maman, ils veulent les envoyer chier. Et en fait, non. Ils sont tellement assaillis. Putain, c'est vraiment impressionnant. Et putain, pour le coup, tu n'as pas envie d'être à leur place, tu vois, d'avoir ce truc où tu passes juste d'un point A à un point B et les téléphones. Bah, et surtout que tu as l'impression que le but, c'est même pas d'avoir... C'est même pas... En fait, moi, tu rencontres une personne que tu idolâtres, t'as un bonjour, tu vois, t'as envie de croiser son regard, lui serrer la main, de le regarder. Et en fait, c'est le souvenir. C'est pas ça. Tu prends pas la photo parce qu'ils t'idolâtrent. Ils prennent la photo parce qu'ils veulent juste. Ils veulent la mettre sur les réseaux sociaux. J'étais avec lui. C'est pas. Des fois, ils savent même pas quitter. J'ai vu tu parlais du Festival de Cannes, ça fait penser à ça. Il y a un faux Tom Cruise qui s'est baladé de partout. Tu vois, ils ont monté, ils l'ont fait. Et en fait, les gens voulaient tous des photos avec lui. Et c'était pas lui, en fait. Et je trouve que dans l'euphorie, t'as vraiment l'impression, ok, mais si tu le prends en face à face, tu vois que c'est pas lui. Mais non, mais les gens, ils s'en foutent, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est ce que j'allais dire. En fait, le fait de prendre une photo avec la personne qui te regarde même pas parce que il est focus dans son truc ou parce qu'il prend une photo avec quelqu'un d'autre, en fait, la personne à l'arrivée, elle prend même pas le plaisir de se dire, bah, le mec a vraiment pris une photo avec moi, tu vois. Mais voilà, maintenant c'est comme ça. Hein. Et toi, t'es fan de foot. Est-ce que ça t'est arrivé de, je sais pas, quand t'étais avec Messi dans les vestiaires, je sais pas, il y a un petit truc. Alors on va pas lui demander de selfie, parce que c'est ton collègue de travail, tu vois. Il y a un petit, ça fait quelque chose, tu vois, d'avoir. En fait, quand il arrive, forcément, tu te dis, on va quand même avoir Lionel Messi dans le vestiaire. Il l'appelle Lionel. On va avoir Yo-Yo. Yo-Yo, quoi. Léo, mais tu te dis, ouais, putain, t'as un mec, il a je sais pas combien de ballons d'or, il a gagné des Ligues des Champions. Enfin, ça reste, c'est une légende, tu vois. Tout comme Sergio Ramos, machin. Et finalement, quand il arrive, est-ce que ça redescend pas En fait, quand il arrive, en vrai, c'est, comme tu as dit, ça devient ton collègue de travail, même si tu sais toute la personne qu'il est, ce qu'il représente. Et encore plus, une fois qu'il a gagné la Coupe du Monde. Parce qu'en plus, il vient juste avant, la Coupe du Monde, il la gagne. Et là, en fait, tu vois, tu te dis, ça y est, le mec, il a fini le game. Tu vois, c'est comme un jeu vidéo, tu as fini tous les niveaux. Il a gagné toutes les compétitions possibles. Tu vois, donc t'as forcément ce côté-là de te dire j'ai la chance de jouer avec une légende vivante. Il sera l'un des meilleurs qui a fait de ton sport. C'est ça, et dont on va parler dans 50 ans, comme aujourd'hui on parle de Pelé, Maradona, Juste Fontaine, enfin tout ça, tu vois. Et, Claire Fontaine. Les cahiers. Et donc du coup, tu sais, tu vois que voilà, t'as une chance de côtoyer quelqu'un comme ça, mais après en fait au quotidien. Voilà, tu vois, c'est moi tous les jours, tu lui passes le cul dans les douches. C'est ton pote. Non, mais il n'y a plus cette. Allez, bam, une petite olive. Pas jusqu'à. Ah ouais, d'accord. D'ailleurs, attends, mais question, vu qu'il gagne. Pas question sur les douches. Non, ça c'est pour après. C'est celle où tu vas me jeter le casque à la gueule, t'as dit. Il gagne la Coupe du Monde. Ouais.
il est à Paris, c'est ça. Ouais. Quand il revient, il y a des joueurs qui ont joué contre lui à la finale de Coupe du Monde. Bah, C'est y a quoi Mbappé, l'ambiance C'est quoi l'ambiance un peu Ça Il chambre. y a pas de, ouais, ça chambre un peu. Non, ça chambre pas. Après, tu sais, cette saison-là, elle était compliquée hein, parce qu'une Coupe du Monde en plein milieu hiver. C'était en octobre, ça. c'est. Non, c'est en décembre, c'est vraiment. C'était décembre. C'est en décembre, c'est celle qui était au Qatar. C'était sur décembre-janvier, je crois. Putain, je suis vraiment Moi, je crois que c'est à vraiment, côté ça sur finit un peu toutes avant les- Noël, je crois. Je me rappelle même plus. C'est mais- décembre, quoi, en tout Mais en tout cas, voilà, c'est c'est sûr. très particulier cette Coupe du Monde. En fait, je pense que ce qui pouvait être dur, c'est que tu vois, une Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans. Donc les mecs, quand ils arrivent à la Coupe du Monde, tu joues ta vie, sachant que t'en as qui vont en finale, ils la perdent, donc tu prends un coup derrière le casque. Et derrière, il faut que tu finisses ta saison. Donc c'est pour ça que nous, à un moment donné, on a été en difficulté aussi. C'est parce que les mecs, le nombre de matchs qu'ils ont joué dans une saison, c'était hallucinant. Ah ouais. Donc en fait, l'ambiance, je pense que c'était la retombée de toute cette pression de la Coupe du Monde, de tout l'enjeu, etc. La retombée, tu vois, émotionnelle, mentale et physique. Physique, ouais. Donc ce qui fait qu'en fait, l'atmosphère, elle a pas changé. Hein. C'était juste que, tu vois, les mecs, ils étaient fatigués. Ouais, il y a juste de la fatigue, mais il y a aucune animosité. Enfin, pas de comment dire, de rancœur ou de. Non, puis tu vois, à ce niveau-là, les mecs, t'arrives en finale, tu sais toute la difficulté qu'il y a d'arriver jusqu'en finale. Tu vas pas aller charrier le mec que t'as tapé en finale alors que tu sais que c'est dur et que la prochaine. Le scénario elle est dans en 4 plus, ans. quoi. Surtout le scénario. T'arrives au penalty, Ouais, c'est ça. Ouais, tu Donc, sais que ça aurait pu basculer d'un côté ou d'un autre pour vraiment pas grand chose, quoi. C'est ça. T'as pour parler un peu de maintenant aussi, donc là t'as arrêté, ça fait J'ai un pas an. arrêté. Enfin, t'as pas arrêté, donc Non. ton contrat Ouais. avec Paris. J'ai vu un article là sur le Qatar. T'as balancé une petite phrase qui a fait un peu parler. C'est quoi un peu le process maintenant? C'est là, tu continues vraiment de t'entraîner. Quelle phrase à parler Tu vois, moi, Ouais, je suis pas au en plus, courant. moi, je De c'est quoi la phrase T'as- sur le tu es Qatar. sur le Qatar? Ouais. Non, t'as dit que. T'as dit c'est loin. Non, en gros, alors c'est un article qui a repris, en gros, qui disait que, qui dit que t'as dit, donc peut-être tu l'as pas dit, alors comme quoi c'est peut-être une fake news, mais que Le casque, il va voler le casque. non, ça parlait Oh, des putain. écoles. En fait, ça parlait des écoles par rapport aux enfants, etc., que c'était pas simple, tout ça, et que tu avais dit qu'il y avait des écoles internationales au Qatar, et donc du coup ils ont déduit que Le lien voilà, est vite fait. Le lien est vite fait. Non, j'ai dit que le Qatar serait une destination que j'apprécierais. tu Putain, vois. j'ai. Parce qu'il y a j'ai des fait liens, un- parce qu'il y a forcément, on fait le lien avec Paris, forcément Ouais. Paris-Qatar, c'est normal, tu vois. Non, mais, en fait, c'est ce que j'ai expliqué. Tu vois, le fait d'avoir des enfants, forcément, si tu pars à l'étranger, il te faut une ville Bien sûr. avec Des écoles des écoles internationales. internationales pour que tes enfants puissent parler le français et apprendre à côté une autre langue. Et d'ailleurs, c'est une une richesse culturelle que j'aimerais leur offrir grâce à mon métier. C'est une chance. Et c'est vrai que quand on me demandait où est-ce que j'aimerais aller et que tu dis un peu partout, tu dis les États-Unis, le Qatar, l'Arabie Saoudite, Brésil, etc. Donc là, le Qatar s'est ressorti parce qu'on fait le lien Parce que avec c'est avec Paris, le lien avec Paris, ouais. mais il n'y a rien. Donc. Ouais, j'étais pas bien. Je me suis dit, il va lui sortir un truc polémique. Ouais, moi il va aussi, dire un truc politique. Non, Moi, je non, me non. suis dit, je vais m'écarter. Non, mais parce que je vais m'écarter. j'ai regardé un petit peu Je me désolidarise les complètement. clubs et tout, parce que forcément, c'est une période, quand tu arrêtes comme ça, tu es en recherche de clubs. D'ailleurs, comment ça se passe? C'est quoi? Il y a des clubs qui te contactent, tu regardes un petit peu ce qui se passe. T'as un Est-ce que toi, agent, tu as plutôt j'imagine des projets qui t'intéressent? Comment tu t'orientes? Comment ça se passe? En fait, tu as des agents qui font le boulot pour toi, tu vois, et après, c'est quand tes clubs rentrent en contact avec ton agent, c'est ton agent t'en parle, à savoir justement, tu vois, par exemple, je sais pas, il t'appelle, il dit j'ai un club dans tel pays, est-ce que ça pourrait t'intéresser? Quand c'est comme ça, tu regardes en priorité la ville, comment elle est, savoir s'il y a des écoles, s'il y a ceci, cela, et en fait, c'est comme ça que ça se fait. Après, tu donnes un peu ton accord sur le projet, et après c'est de la négociation entre le club et l'agent pour se mettre d'accord On sur un t'a contrat. proposé des pays, genre, mais des trucs éclatés où tu serais jamais allé. Je sais pas, des trucs où il fait alors pas éclaté, mais des trucs où il fait des conditions de vie, il fait froid, ou je sais pas, la Russie, non, je sais pas. J'ai fait 6 mois en Norvège. Hein. T'as fait la Norvège, Ouais. avant de revenir en France. C'était Mais dur. mais tu sais pourquoi? C'est pour ça que je suis revenu quand j'ai dit éclaté, parce que je sais que t'es allé en Norvège, il fait froid, mais par C'est contre cool, la la vie, Norvège. les conditions de vie, t'es pas au fin fond de la Russie, quoi. Presque, hein, parce que j'étais pas à Oslo. T'étais où? J'étais dans une petite ville qui s'appelait Sarpsborg, et c'était à 1h30 d'Oslo. Ok. d'Oslo. Donc c'était compliqué sur la fin, surtout que moi j'ai fait les 6 mois de... De nuit ou de jour? 2 jours complets? En fait, je suis arrivé au mois d'août, je crois.
Et je me suis dit, putain, c'est quoi ce pays Donc il fait jour, au mois d'août, il fait jour. Je me suis dit, c'est abusé, il fait tout le temps chaud, il pleut jamais, que du soleil. Et moi, on m'a dit qu'il y avait des règnes avec le Père Noël. On t'a dit, attends un peu. Bah, 1 mois et demi plus tard, j'ai dit, ah ouais, c'est horrible. Et parce qu'un mois et demi plus tard, c'était la nuit tout le temps. La nuit tout le temps. Et en fait, tu vois jamais la lumière du jour. Moi, mon fils, il voulait même plus sortir de l'appartement. Putain, ouais, quand ton fils, il en est à ce point-là, à 2 ans, là, tu peux chez toi. Hein. Et tu peux demander un transfert, toi ? Non, tu as un contrat. Tu as un contrat, Tu peux pas. Puis j'étais prêté en plus dans ce club-là. Donc moi, après, au-delà de ça, sur le côté sportif, ça s'est super bien passé. J'ai kiffé mes 6 mois là-bas. Mais c'est juste que moi, je me voyais pas vivre là-bas. Ça, c'est très particulier, tu vois. Ouais, il faut aimer. C'est un style de vie, il faut aimer. Sauf que là, je crois qu'en Norvège, on dit que il y a un haut niveau de vie et tout. Par contre, les Norvégiens, ils sont pas heureux. Parce que justement, avec cette période de nuit comme ça influe sur leur morale. Ouais. Et je crois qu'il y a un vrai problème en Islande, public pareil, de. Ah ouais, non, mais honnêtement, les Norvégiens, j'ai trouvé ça va avec le temps. Tu vois, au mois d'août, quand ils sont contents. C'est la folie, quoi. Ils sont vivants, les gens, ils ont le sourire. Mais quand tu regardes à l'arrivée, c'est un peu ce qui se passe aussi chez nous. Tu vois, tu vis à Paris. Il fait gris. Bah, les gens, tu vois, ils sont bougons, ils font la gueule, etc. Tu vis au soleil, les gens, c'est pas le même mood. T'es à Paris, il fait beau, les gens, ils sont bougons, ils font la gueule. Bah là, Marrakech, c'est pas le même mood. Et à l'arrivée, le soleil, ça joue trop sur le moral. Ouais, sur le moral. C'est une réalité. Et je pense qu'il y a personne qui me contredira là-dessus. C'est sûr. Bah, franchement, moi, je suis heureux là. Ouais, on est bien. C'est vrai. J'ai une dernière question sur cette période là où t'es un peu en recherche de club. Ça, c'est quoi ta routine ? C'est quoi tes routines, on va dire une journée type dans ta vie ? Bah, tu vois, là, en règle générale, je me lève tôt le matin pour les enfants, je les emmène à l'école et après, je m'entraîne, soit avec mon prépa, soit à la maison, parce que j'ai mon gym aussi. Et il m'envoie mes séances et je fais du 6 jours sur 7. Donc, je me laisse le dimanche pour être un peu cool. Après, forcément, si j'ai des sollicitations un peu à droite, à gauche, je vais les faire. Et je vais décaler ma séance, mais en tout cas, je me maintiens sur un 6 jours sur 7. Là, on est plus en mode muscu, préparation physique préparation physique, technique. Donc c'est-à-dire un peu de genre pas de proprio mais de déplacement des déplacements, de la coordination et aussi un peu de terrain avec le prépa. Ah oui, donc t'as quand même du terrain et ça c'est 6 jours sur 7 6 jours pour sur que 7. Si on t'appelle, c'était un peu comme si t'étais sur le banc, tu dois C'est ça. Bah, là tu vois par exemple au mois d'avril pendant les vacances scolaires, j'ai décidé de prendre une semaine de vacances d'ailleurs où je suis venu à Marrakech avec ma femme et mes enfants pour couper parce que j'avais fait le calcul et je me disais j'ai l'impression que ça commence à faire longtemps que je m'entraîne et en fait j'avais fait le calcul, j'étais à 11 mois sur 12 à 11 mois depuis la fin de mon contrat à 6 jours sur 7 et en fait même ma femme m'a dit à un moment donné il faut coupe, tu vois, et c'est vrai parce que là l'objectif c'est d'être prêt fin juin. T'imagines que si je prends pas ma coupure en avril, j'enchaîne peut-être 15 mois sans m'arrêter, à être dans mon truc tout seul. Surtout que même dans une saison, tu as quand même des petites coupures quand même. Et qui font du bien. Et là, en fait, c'est qu'il fallait que je décompresse. Et j'en ai ressenti le besoin parce que quand tu es dans cette situation-là, le plus dur, c'est d'être discipliné, de te dire je reste dans mon truc, etc. Mais il y a des moments où tu as besoin aussi de souffler. Parce que si c'est pour être prêt au fin juin, que tu as un club qui t'appelle, mais que tu arrives là-bas, tu es en burn-out, t'es cramé mentalement parce que tu as bossé comme un malade. Alors oui, ça paye, tu es content, mais tu es vidé. Tes risques de blessure aussi si tu t'es trop cramé et tout. Donc là, c'est pour ça, tu vois, j'avais fait cette coupure parce que je trouvais que là, ça faisait beaucoup pour justement là, me préparer et monter en puissance pour être prêt fin juin au cas où un club... Là, peut-être pas pour la Ligue des Champions, peut-être si Donnarumma il se blesse, bam, direct. Bah attends, arrête de parler de malheur là, tu commences à me stresser là. Ah oui, c'est vrai. Tu commences à me stresser, laisse-moi tranquille. Attends, mais donc est-ce que je sais pas si on peut demander ça avec un sportif professionnel, mais un footballeur professionnel, mais t'as Paris un peu dans le cœur. Est-ce que t'es supporter parisien? Je sais pas si on peut demander vraiment ça. Si, tu peux la poser la question. Bah après, moi, je suis né à Paris, je suis formé à Paris, donc depuis tout jeune, j'ai toujours été supporter parisien. Donc, en plus, le fait d'avoir porté le maillot et en jeune et après en pro, bah, forcément, je peux être supporter que supporter de Paris et que de Paris. Et donc là, quand tu vis la finale Ligue des Champions un peu différemment des autres, quoi, parce que c'est entre supporters, entre professionnels, c'est des collègues, c'est machin, tu sais tout ce qui se passe derrière le club s'il y a la victoire, et tu as participé
En fait, on n'est que le résultat de ce qu'on était il y a quelques mois, quelques années. Donc en fait, tu es aussi tu vois, tu fais partie du process de. Là, tu vois, comment dire, à Paris, de la Ligue des Champions, tu l'attends depuis tellement d'années que là, tu l'as déjà touché du doigt pendant la période Covid. Tu y étais d'ailleurs? Non, je suis arrivé 2 mois après. Ah, t'es arrivé 2 mois après, ok. Et là, moi j'ai vécu 2 demi avec eux. Et là, ils y sont et ils ont une vraie chance. Vraie chance, ouais. Tu vois, parce que avec tout ce qu'ils ont montré, la dynamique dans laquelle ils sont. Moi, là, si ils gagnent, mais je serais le plus content. Enfin, et pour les mecs que je connais, que j'ai côtoyés, ça fait des années qu'ils sont au club et qui m'attendent. Si forcément des amis dedans, voilà, etc. Tu vois, toutes ces personnes-là. Et au-delà de ça, aussi pour moi, dans le sens, le côté supporter, tu vois, tu peux être que content. Ouais, et toi, en tant que. Pareil, dernière question, tu as encore enfin, pas des idoles, mais des gens qui te. Tu vois, dans ce métier, dans le foot, est-ce que tu as encore des gens qui te. Tu vois, qui te. Je sais pas, des idoles ou des personnes comme ça qui t'inspirent. Après, sortir une idole, c'est compliqué. Mais les idoles, c'est plutôt dans le passé. Oui, quand tu es petit et tout. Après, là, aujourd'hui, c'est forcément, tu vois, quand tu as des gardiens de très haut niveau, tu t'essayes de t'en inspirer. Et puis, tu regardes, tu suis tout ce qu'ils font en te disant, ah ouais, tu vois, lui, il fait cette chose-là de telle façon. Puis voilà, en fait, tu essayes de prendre un petit peu partout. C'est vraiment ça. C'est qui le top des gardiens aujourd'hui? Donnarumma, c'est quand même le top en Europe. Ça fait partie des meilleurs gardiens. Écoute, Courtois aussi qui était top. Thibaut Courtois. En fait, c'est difficile de juger un gardien. Ouais, j'imagine. C'est très difficile. Tu vois, parce que déjà, s'ils sont là, en plus, c'est qu'ils font partie du top de leur. Comme on dit toujours, tu gagnes pas une compétition sans grand gardien. Donc là, regarde, on l'a vu cette année. Yann Sommer a été extraordinaire avec l'Inter contre le Barça. Là, on a dépassé mes limites. Suisse. Iker Casillas. Iker Casillas, exactement. Non, mais c'est vrai que cette année, on a vu même les matchs contre Liverpool. Tu vois que les gardiens sont ultra importants. Donnarumma, qui en plus, et on parlait par exemple. Toi, il te fait stresser, toi. Non, plus maintenant. Chaque fois qu'on en parle, il te fait stresser. Moi, je suis déjà en train de stresser. Mais il est stressé parce qu'il amène. Non, mais c'est que Donnarumma, en fait, mais c'est ça que je trouve beau dans le foot aussi, c'est que pendant un moment, il était extrêmement critiqué, il moqué vraiment, même par beaucoup de supporters parisiens. Et c'est vrai que moi, j'étais un peu stressé aussi. Depuis qu'il s'est pris un énorme coup de crampon dans la tête, et c'est lui qui l'a dit, il a changé. Ah, c'est ça qui le fait changer? Il a dit que mentalement, ça l'avait. Après, est-ce qu'il l'a pas dit ironiquement? Oui, c'est possible aussi, évidemment, mais en tout cas, c'est vrai que on a l'impression que ça a été un peu cette petite bascule. Et alors qu'il avait quand même déjà gagné l'Euro, c'est pas comme si le mec arrive du jour au lendemain, quoi. Il a déjà une carrière assez dingue. Quand tu regardes, il a un nombre de matchs incroyable. Il a 26 ans, je crois. Il a commencé à jouer à 16 ans. Il a déjà 10 ans de carrière. Il est jeune. Imagine, moi j'ai 34, j'en ai 15. C'est fou. Et il a d'ailleurs, toi qui es grand, de toute façon les gardiens, vous êtes tous grands, cette vitesse qu'il a pour aller au sol, c'est une qualité incroyable parce qu'il fait 1m99. Ah, il fait 1,99. Et la capacité qu'il a à aller au sol aussi vite, c'est hors norme. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Cette frappe d'Odegaard, là, incroyable. Voilà. Là, je t'ai perdu. Tu sais quoi, je regarde la caméra, je me dis la capacité d'aller au sol. Du coup, le mec, c'est quoi? Il est judoka. Je suis en train de comme toi, quand tu te couches dans ton lit, c'est pareil. Mais lui, c'est vraiment. Mon fils qui est fan de foot et qui est pour Paris et qui surtout, il est gardien. Sauf que, il va faire ma taille et il comprend pas que je lui dis. Il fera du handball. Je lui dis, mais tu cours. Non, parce que le mec, ils sont balèzes. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils sont balèzes aussi. Et alors, ça, c'est bon, parce que j'ai dû coucher. Non, mais il veut faire il veut être soit gardien, soit faire du basket. Il a pas compris le concept de génétique. de génétique. Il est très très fort. D'ailleurs, je l'embrasse très très fort. Je t'aime, mon fils. Tu seras un très bon jockey. Non, pas du tout. Non, j'ai pas dit, il est pas nain. Non, pas du tout. Bazir, Jean-Michel Bazir, qu'on embrasse. Putain, tu me mets dans une. Et donc le Qatar, hein tu disais, je sais pas, tu essaies de mettre dans une sauce. En tout cas, on va heureux, ton fils. Voilà. Bien sûr, il va être. Tu vas voir quand tu feras moins le malin. Tu seras joueur de poker, tu seras fier, tu verras. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Alex. C'était vraiment très cool de t'avoir. Merci à vous. On te souhaite un beau festival, même si finalement ça va se terminer dans pas très longtemps. Et puis on suit. Et puis maintenant, à juin pour être bien prêt dans ton nouveau club. Et à chaque fois qu'on reçoit des sportifs, moi, ce que je peux, surtout des footballeurs, je peux dire,
Mais je connais, c'est un pote. C'est surtout ça que je vais faire. Eh ben, merci beaucoup, Alex. Et merci, mon chichi. Merci, mon Comanche. On se donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de Club Poker Radio en direct de Marrakech. Ciao tout le monde. À Salut, demain, salut. ciao, ciao.